Je me souviens encore de la première fois où je l'ai vu. C'était tard dans la nuit, derrière le petit restaurant où je travaillais pour arrondir mes fins de mois. L'air était froid, les lumières des réverbères vacillaient, et je sortais les sacs poubelles par la porte arrière quand mon regard se posait sur lui. Un adolescent, pas plus de 16 ou 17 ans, recroquevillé dans l'ombre comme s'il voulait disparaître. Ses vêtements étaient sales, son sac à dos presque en lambeaux, et son visage portait une fatigue qui n'avait rien d'ordinaire. Ce n'était pas le genre de lassitude qu'on voit après une longue journée d'école, mais celle d'un enfant qui avait déjà affronté trop de choses dans la vie. Je pensais qu'il s'agissait simplement d'un jeune en fuite, un autre gamin perdu comme il en passe parfois dans notre ville. Il fixait le sol, ses yeux semblant suivre les fissures du béton comme s'il cherchait une issue invisible. Mais quand j'ai fermé la benne à ordures, il a levé la tête et m'a parlé. Sa voix était basse, tremblante, comme s'il hésitait à dire ces mots depuis longtemps. « Je sais où est l'argent, une fortune que personne n'arrive à trouver. » Je suis resté figé. Ce n'était pas le genre de phrase qu'on entend dans une ruelle sombre, encore moins de la bouche d'un adolescent sans abri. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il délirait, que la faim et la fatigue lui faisaient dire n'importe quoi. Mais il avait ce regard intense, déterminé, presque désespéré. Ce n'était pas une blague. Il s'est levé lentement, comme s'il avait peur que je m'enfuis avant qu'il ne puisse m'en dire plus. La lumière de la lampe de sécurité a révélé les bleus dissimulés sur son bras et les traits tirés de son visage. Tout en lui racontait une histoire silencieuse, une histoire de fuite, de nuit passée à l'extérieur, de dangers qu'il n'osait pas nommer. Je voulais lui poser des questions, mais je n'ai rien trouvé à dire. Un mélange de curiosité et de méfiance me clouait sur place. Puis, il a esquissé un sourire fragile, comme s'il savait que ses paroles avaient éveillé quelque chose en moi. « Je ne plaisante pas », a-t-il ajouté d'une voix un peu plus ferme. « Mon père est mort pour ça. Il a laissé des indices, et je suis le seul à pouvoir les suivre. » Il s'est rapproché d'un pas hésitant, et j'ai senti une odeur de poussière et de vêtements humides. Il avait clairement passé la nuit dehors, peut-être plusieurs. Et malgré son état, il portait autour du cou une petite clé, attachée à une ficelle usée. Ses doigts s'y agrippaient comme si c'était son bien le plus précieux. Je n'arrêtais pas de me dire que je devrais rentrer, fermer la porte et l'oublier. Mais quelque chose en moi refusait de bouger. Sa voix, son regard, la manière dont il parlait de son père. Tout cela semblait trop réel, trop lourd pour être une invention d'adolescent. Cette nuit-là, je ne savais pas encore que ces mots allaient changer bien plus que mes propres certitudes. J'étais devant un garçon perdu, mais derrière sa misère se cachait un secret qui me hanterait encore longtemps. Le lendemain soir, il est revenu. J'avais l'impression qu'il m'attendait déjà, assis contre le mur derrière le restaurant, le même sac à dos effiloché posé à ses pieds. Ses yeux semblaient plus fatigués que la veille, mais il y avait en lui une sorte d'insistance, comme si les heures passées dehors n'avaient fait que renforcer sa décision de me parler davantage. Quand je lui ai tendu un reste de sandwich, il l'a accepté avec reconnaissance, mais au lieu de disparaître aussitôt, il a commencé à parler, doucement, comme s'il me confiait quelque chose d'interdit. « Je m'appelle Caleb », a-t-il dit entre deux bouchées. « Et ce que je t'ai dit hier, ce n'était que le début. » Il a baissé la voix, ses yeux cherchant partout autour de nous, comme s'il avait peur que quelqu'un nous écoute. Puis il a continué. « Mon père est mort en essayant de protéger un secret. Pas un simple trésor, pas de l'argent qu'on enterre dans le jardin. Une vraie fortune, cachée depuis des années dans cette ville. Avant sa mort, il m'a laissé un indice. Il a fouillé dans son sac et sorti un morceau de papier plié en 4, jauni par le temps. En l'ouvrant, j'ai distingué un dessin rudimentaire d'un vieux bâtiment et une série de chiffres griffonnés à côté. Caleb a posé le papier sur ses genoux comme s'il manipulait quelque chose de sacré. « C'est le premier signe », a-t-il murmuré. Mon père disait que si quelque chose lui arrivait, je devais suivre ses traces. Je le regardais, partagé entre le scepticisme et une curiosité qui me rongeait. Tout en moi me criait que c'était dangereux de m'impliquer, mais une autre partie voulait croire ce garçon, voulait comprendre pourquoi il me confiait tout cela à moi, un simple employé de restaurant. Il a resserré la petite clé autour de son cou, ce talisman qui ne quittait jamais. Ses doigts tremblaient légèrement. Cette clé, c'est lui qui me l'a donnée. Elle ouvre quelque chose, mais je ne sais pas encore quoi. Je pouvais sentir son désespoir, mais aussi une détermination surprenante pour un adolescent qui dormait dans la rue. Il ne cherchait pas seulement de l'argent, il cherchait une vérité. Et avant de poursuivre ce récit, je dois m'arrêter un instant. Si des histoires comme celle-ci vous captivent, si vous voulez en entendre d'autres tout aussi incroyables, abonnez-vous à cette chaîne. Il y a tant d'histoires réelles, pleines de mystères et de secrets, que je veux partager avec vous. Caleb m'a fixé avec une intensité qui m'a mis mal à l'aise. « Tu ne comprends pas », a-t-il dit d'une voix brisée. Ils me suivent. Depuis que mon père est mort, je sens leur présence. Ils savent que je détiens quelque chose, et si je tombe, plus personne ne pourra jamais retrouver cette fortune. Ces paroles flottaient dans l'air comme une menace invisible. Soudain, j'ai compris que ce garçon n'exagérait pas. Derrière ses yeux fatigués se cachait une peur réelle, une peur que seul quelqu'un traqué pouvait ressentir. Cette nuit-là, je n'ai plus vu un simple adolescent sans abri. J'ai vu un gardien de secret, un témoin d'une histoire plus grande que lui.
Et sans le vouloir, je venais d'entrer dans son monde. Cette nuit-là, je n'arrivais pas à chasser Caleb de mon esprit. Ses paroles résonnaient encore en moi, et le bout de papier qu'il m'avait montré hantait mes pensées. Le dessin maladroit d'un vieux bâtiment, accompagné de chiffres mystérieux, semblait banal à première vue. Pourtant, dans la voix de Caleb, chaque détail prenait un poids étrange, comme si ce petit bout de papier contenait le pouvoir de changer son destin. Le lendemain, il m'attendait déjà derrière le restaurant. Il paraissait encore plus tendu, les cernes sous ses yeux plus profonds. Et pourtant, il me fixa avec une détermination nouvelle. « Tu veux voir ?» demanda-t-il simplement en sortant le papier de sa poche. Le froid de la nuit n'avait aucune importance à ce moment-là. Je hochai la tête, incapable de reculer. En dépliant la feuille, il posa son doigt sur le croquis. « C'est une église ?» dit-il. « L'ancienne église Saint-Bernard, à la limite de la ville. Elle est abandonnée depuis plus de 10 ans. Mon père me l'avait montrée quand j'étais petit. Il disait que certains secrets ne se cachent pas dans l'obscurité, mais en plein jour, là où personne ne pense à chercher. » Ses yeux brillaient d'un mélange de peur et d'espoir. Je connaissais cet endroit de nom. Beaucoup disaient qu'il était dangereux d'y entrer, que le toit menaçait de s'effondrer et que l'endroit servait de refuge à des ombres que personne ne voulait croiser. Mais pour Caleb, cet endroit n'était pas une ruine. C'était une clé. Il traça du doigt la série de chiffres inscrits à côté du dessin. 17 mars 42, lut-il à voix basse. Je ne sais pas encore ce que ça veut dire. Peut-être une date, peut-être une combinaison. Mais je suis sûr que c'est lire ce qui est caché là-bas. Nous avons marché en silence jusqu'à un banc au coin de la rue. Caleb s'assit et serra la clé qu'il portait autour du cou. Le métal brillait faiblement sous la lumière des lampadaires. Mon père disait que cette clé ouvrirait quelque chose d'important, mais il ne m'a jamais dit quoi. Il avait peur, je crois, et je sais que des gens nous surveillaient déjà. Il a marqué une pause, son regard se perdant dans le vide. Quand il est mort, j'ai compris que ce secret m'était tombé dessus, que je devais le protéger. Mais je suis seul. Je ne peux pas le faire sans aide. Ces mots me frappaient de plein fouet. Je ne comprenais toujours pas pourquoi il m'avait choisi, moi, mais je sentais qu'à cet instant, si je le laissais tomber, il disparaîtrait dans l'ombre pour de bon. Et au fond de moi, quelque chose me disait que cette histoire était bien plus qu'un délire d'adolescent. Nous avons décidé de nous rendre à l'église le soir suivant. Caleb m'expliqua qu'il fallait attendre la nuit. Quand la ville dort, car s'il avait raison et que d'autres personnes cherchaient la même chose, la lumière du jour pourrait attirer l'attention. Avant de nous séparer, il replia soigneusement le papier et le rangea dans son sac, comme s'il rangeait une relique. C'est seulement le premier indice, souffla-t-il, mais il va nous conduire à tout le reste. Cette nuit-là, en rentrant chez moi, je n'ai presque pas dormi. Dans ma tête, je revoyais cette église abandonnée, les chiffres mystérieux, et le visage de Caleb marqué par la peur, mais aussi par une conviction inébranlable. Une partie de moi savait déjà que, dès que nous poussions les portes de ce lieu, il n'y aurait plus de retour possible. Nous avons attendu la tombée de la nuit pour nous rendre à l'ancienne église Saint-Bernard. Le chemin jusqu'à la périphérie de la ville semblait plus long que d'habitude, chaque pas résonnant dans le silence pesant. Caleb marchait devant moi, son sac à dos serré contre son épaule, ses doigts agrippant la petite clé autour de son cou. Moi, je suivais, incapable de me débarrasser de ce sentiment d'appréhension qui me collait à la peau. Lorsque nous avons enfin aperçu l'église, j'ai senti un frisson me traverser. Le bâtiment se dressait dans l'obscurité comme une carcasse oubliée, ses vitraux brisés laissant passer le souffle glacé du vent. Les portes en bois, autrefois imposantes, étaient maintenant fendues, et la façade portait les traces du temps, de l'abandon, et peut-être de quelque chose de plus sombre. Caleb a poussé la porte avec précaution. Elle a gémi longuement, le bruit résonnant dans toute la nef vide comme un cri venu du passé. L'intérieur était plongé dans l'ombre, seulement éclairé par la lune qui filtrait à travers les ouvertures béantes des vitraux. La poussière flottait dans l'air, comme si chaque particule portait le souvenir d'une époque révolue. Nous avons avancé lentement, nos pas craquant sur les planches fragiles. L'odeur d'humidité et de bois pourri était suffocante. Caleb s'est arrêté près du cœur, baissant la tête vers le sol, puis il a sorti le morceau de papier plié. Il a comparé avec les contours de la pièce, comme si le dessin allait lui révéler l'endroit exact. « Ici », dit-il d'une voix basse. Il s'est agenouillé et a passé sa main le long du mur latéral. Pendant un instant, je n'ai rien vu, seulement la pierre froide et rugueuse. Mais soudain, ses doigts se sont arrêtés sur une marque presque invisible, un petit symbole gravé dans la pierre, caché par la poussière. Caleb a appuyé doucement dessus. À ma grande surprise, un PAN du mur a bougé légèrement, libérant un souffle d'air ancien qui sentait la terre et le renfermer. J'ai reculé, le cœur battant. Le mur s'est entrouvert, révélant un passage étroit et sombre qui descendait vers les profondeurs. Nous nous sommes regardés. Dans ses yeux, j'ai vu à la fois la peur et l'excitation. Dans les miens, sûrement la même chose. Sans un mot, nous avons franchi l'ouverture et nous nous sommes enfoncés dans l'obscurité. À l'intérieur, le passage était si étroit que nous devions marcher l'un derrière l'autre. Nos pas résonnaient contre les murs de pierre et chaque goutte d'eau tombant du plafond semblait amplifier le silence.
J'entendais le souffle rapide de Caleb devant moi, et je savais qu'il entendait le mien. Au bout de quelques minutes, nous sommes arrivés dans une petite pièce souterraine. Le sol était recouvert de poussière et de débris, mais au centre se trouvait une boîte en bois, massive et scellée par un verrou ancien. Caleb s'est approché lentement, comme s'il avait peur que la boîte disparaisse s'il bougeait trop vite. Il a posé le papier à côté et a observé les chiffres gravés sur le bois, 17 mars 42. C'étaient les mêmes que sur la feuille. Ses mains tremblaient légèrement quand il a sorti la clé de son cou, mais il n'a pas encore osé l'utiliser. « C'est réel ?» murmura-t-il. Mon père ne mentait pas, je n'arrivais pas à détourner mes yeux de cette boîte. Elle semblait presque vivante, comme si elle contenait non seulement une fortune, mais aussi un poids de vérité capable de bouleverser tout ce que nous savions. Mais avant que Caleb ne puisse aller plus loin, un bruit sec a retenti au-dessus de nous. Quelqu'un d'autre était dans l'église. Le bruit était faible, presque insignifiant au début. Un craquement de planches, un froissement dans la poussière. Mais dans le silence pesant de ce souterrain, il résonna comme un coup de tonnerre. Caleb leva brusquement les yeux vers moi, ses pupilles dilatées par la peur. Je sus immédiatement que ce n'était pas notre imagination. Quelqu'un d'autre se trouvait au-dessus de nos têtes, dans l'église abandonnée. Nous sommes restés immobiles, respirant à peine, espérant que ce n'était qu'un animal. Mais un deuxième bruit, plus lourd, brisa ce fragile espoir. Des pas, lents, mesurés, qui résonnaient dans la nef délabrée. Chaque écho s'abattait comme une menace, rappelant que nous n'étions pas seuls. Caleb se rapprocha de la boîte et serra la clé contre sa poitrine. « Ils m'ont suivi », chuchota-t-il. Ces mots me glacèrent le sang. Il avait déjà évoqué ces silhouettes qui le traquaient depuis la mort de son père. Mais jusque-là, je les avais imaginées comme des ombres lointaines, peut-être inventées par sa peur. Maintenant, elles étaient réelles. Nous avons éteint la lampe torche que nous utilisions pour nous orienter. L'obscurité s'est abattue sur nous, épaisse, suffocante. J'entendais seulement le souffle court de Caleb et le battement précipité de mon propre cœur. Puis, soudain, un grincement. Les portes de l'église venaient de se fermer. Celui qui était entré n'avait pas peur de se faire remarquer. Au-dessus de nous, les pas se rapprochaient. Un, puis deux, puis le silence. Comme si l'intrus s'était arrêté pour écouter. Je retins mon souffle, priant pour qu'il n'entende pas le moindre son venant de nous. Caleb tremblait à mes côtés, ses doigts crispés sur mon bras. Tout à coup, un éclat de lumière balaya la pièce à travers une fissure dans le plafond. Une lampe torche. Quelqu'un fouillait l'église, inspectant chaque recoin. La lumière passa lentement, comme un œil qui scrutait les ténèbres. Pendant un instant, elle s'arrêta juste au-dessus de l'ouverture du passage secret. Mon ventre se noua. Allait-il découvrir le mécanisme? Je sentis Caleb retenir sa respiration. Son regard me suppliait de trouver une solution. Mais je n'avais rien à lui offrir. Tout ce que nous pouvions faire, c'était attendre, immobile, prisonnier de l'ombre. Après de longues minutes, la lumière s'éloigna. Les pas reprirent, se dirigeant vers la sortie. Mais je n'étais pas rassuré. Quelque chose dans la démarche de cette personne me disait qu'elle savait, qu'elle n'était pas venue par hasard. Finalement, un dernier bruit de porte résonna dans le bâtiment. Le silence retomba. Nous restâmes encore plusieurs minutes figés, trop terrifiés pour bouger. Ce n'est qu'après avoir repris un peu nos esprits que Caleb se redressa. « Tu comprends maintenant ?» dit-il d'une voix brisée. « Ils ne me laissent jamais tranquille. Ils veulent ce que mon père a laissé. Si nous échouons, tout disparaîtra. » Ces paroles étaient lourdes de vérité. Ce n'étaient plus seulement des histoires d'un adolescent perdu. Nous étions réellement suivis, épiés, et cette boîte au centre de la pièce était l'origine de tout. Alors que nous remontions lentement vers la sortie, je jetai un dernier regard derrière moi. L'église semblait vide, mais je ne pouvais me défaire de l'impression que des yeux invisibles continuaient de nous observer dans l'obscurité. Le froid de la cave semblait plus lourd que jamais cette nuit-là. Les murs de pierre transpiraient une humidité glaciale et chaque pas résonnait comme un avertissement. Le garçon avançait devant moi, sa silhouette mince et nerveuse se découpant à la lueur de ma lampe de poche. Sa respiration était rapide, comme s'il portait un poids invisible depuis trop longtemps. Dans sa main, il serrait un vieux trousseau de clés rouillées qu'il avait sorti d'une boîte métallique cachée derrière une planche du plancher. Je le regardais en silence, me demandant comment un enfant de son âge pouvait cacher un tel secret. Il leva la main vers une porte en métal, presque fondue dans le mur, comme si elle avait toujours voulu rester invisible. Les serrures semblaient anciennes, noircies par le temps, mais intactes. Quand il approcha la première clé, je sentis un frisson me parcourir. Le son métallique de la clé entrant dans la serrure brisa le silence comme une détonation. Il força légèrement et la serrure céda avec un clic sec. Il ne dit rien, mais je pouvais lire la peur dans ses yeux. Chaque serrure s'ouvrait l'une après l'autre, et avec chacune, l'air devenait plus lourd, comme si nous dérangions quelque chose qui aurait dû rester endormi. Au moment où il inséra la dernière clé, la plus grande et la plus tordue, mes mains tremblaient sans que je puisse les contrôler. Le grincement du métal résonna dans toute la cave, et un souffle d'air glacé sortit de derrière la porte, comme si le passage retenait sa respiration depuis des années. La porte s'ouvrit lentement, révélant un couloir étroit
creusé directement dans la pierre. L'odeur était insupportable, mélange de terre humide, de poussière ancienne, de quelque chose d'indéfinissable, une odeur presque animale, comme si quelque chose avait vécu là-dessous. Le garçon fit un pas en arrière, me laissant la première place. Mais je pouvais voir qu'il connaissait cet endroit. Ses yeux suivaient chaque fissure du mur, chaque recoin comme s'il les avait étudiés en secret, de loin, sans jamais avoir osé franchir le seuil. J'entendis un bruit derrière nous, un craquement léger, comme un pas étouffé. Je me retournai aussitôt, mais il n'y avait rien. Seulement l'ombre mouvante des poutres au plafond. Pourtant, je sentais que nous n'étions pas seuls. Nous avons avancé dans le couloir. Le sol était recouvert de traces de griffures, comme si quelqu'un ou quelque chose avait tenté de sortir. Mes mains étaient moites et mon souffle devenait de plus en plus court. Chaque pas semblait nous rapprocher de quelque chose que je n'étais pas sûr de vouloir découvrir. Au bout du passage, il y avait une autre porte, mais celle-ci n'avait pas de serrure apparente. Le garçon posa la main sur la pierre juste à côté, et soudain un petit mécanisme s'activa. Une dalle coulissa doucement, révélant une sorte de serrure étrange, presque artisanale. Il y plaça une des clés que je n'avais pas vu utiliser plus tôt. La pierre vibra et la porte s'ouvrit d'un coup dans un grondement profond. Derrière, il y avait une salle. Une pièce circulaire, taillée dans la roche, éclairée par une étrange lueur verdâtre qui ne venait de nulle part. Les murs étaient recouverts de symboles gravés, des marques que je ne reconnaissais pas, mais qui semblaient former un langage oublié. Au centre, une grande boîte en bois reposait sur un piédestal de pierre. Elle était recouverte de chaînes, et chaque chaîne portait un cadenas différent. Le garçon s'approcha, et son visage changea. Il n'avait plus l'air effrayé. Non, il avait l'air résigné, comme s'il savait que ce moment devait arriver. Il posa les clés sur la boîte, une par une, et murmura d'une voix basse que je pouvais à peine entendre. « Ce n'est pas moi qu'ils attendaient. C'était toi ?» À cet instant, je sentis un poids invisible s'abattre sur mes épaules. Les murs semblaient se rapprocher, l'air vibrait comme sous la tension d'un orage. Quelque chose, derrière ces chaînes, voulait sortir. Et je compris que le véritable déverrouillage n'était pas celui des portes de pierre, mais de ce qui était enfermé à l'intérieur de cette boîte. Et quand le premier cadenas céda, je sus que rien ne serait plus jamais pareil. Quand la dernière chaîne céda et tomba lourdement sur le sol de pierre, un silence terrible envahit la pièce. Le garçon se tenait immobile, les yeux fixés sur la boîte, tandis que moi je n'osais même pas respirer. L'air autour de nous vibrait, chargé d'une force invisible qui semblait m'écraser la poitrine. Puis, lentement, le couvercle commença à s'ouvrir de lui-même, comme poussé de l'intérieur par quelque chose qui n'attendait que ce moment. Une lumière d'un vert profond s'échappa, éclairant les murs couverts de symboles. Les gravures se mirent à briller, et la pièce semblait vivante, comme si les pierres elles-mêmes nous observaient. Je sentis une chaleur étrange sur ma peau, mais au fond, ce n'était pas de la chaleur, c'était un poids, une présence. Le garçon recula d'un pas. Son visage était pâle, ses lèvres tremblaient, mais ses yeux semblaient accepter cette horreur, comme s'il avait toujours su. Il murmura, « C'est ce que mon père a voulu cacher, et c'est ce que je devais te montrer. » À cet instant, un souffle glacé sortit de la boîte. Pas un souffle d'air, non. C'était plus lourd, comme une énergie sombre, invisible, qui s'étendait dans la salle. Les murs tremblaient, et un grondement surmonta des profondeurs du sol. Je crus que la pièce allait s'effondrer sur nous. Je l'ai attrapé par le bras, voulant le tirer hors de cet enfer, mais il résista. Ses yeux s'accrochèrent aux miens et il dit d'une voix ferme, différente, presque adulte. « Si nous fuyons, cela nous suivra. Il faut rester. » Les mots résonnaient en moi, et je savais qu'il avait raison, même si je n'avais aucune idée de ce que cela signifiait vraiment. La boîte, désormais ouverte, ne contenait rien de tangible. Pas d'objet, pas de créature, rien de ce que j'attendais. Seulement ce vide lumineux, ce vortex de lumière verte qui s'agitait comme une tempête silencieuse. Mais plus je la regardais, plus je voyais des formes à l'intérieur. Des silhouettes floues, des ombres humaines, prisonnières, hurlant sans bruit. Mon estomac se noua, ma gorge se serra. Ces visages, certains semblaient récents, d'autres anciens, mais tous portaient la même expression de peur éternelle. Je reculai, le cœur battant à tout rompre, mais le garçon avança. Sa silhouette mince se tenait désormais au bord du piédestal, face à la lumière. Ses cheveux sombres se soulevaient doucement, comme si la tempête invisible voulait l'aspirer. Il me regarda une dernière fois et dit « Ce n'est pas moi qu'ils attendent, c'est toi ?» Puis, d'un geste rapide, il posa mes mains sur la boîte ouverte. Une douleur atroce me traversa aussitôt, comme si mes veines brûlaient de l'intérieur. Je hurlai, incapable de retirer mes bras. La pièce tremblait encore plus fort, les chaînes restées au sol s'entrechoquaient comme si elles reprenaient vie. Et soudain, tout s'arrêta. Plus de lumière, plus de grondements. La pièce était silencieuse, froide, vide. La boîte avait disparu. Le garçon aussi. Je me suis retrouvé seul, à genoux, les mains sur la pierre glacée. Mon souffle formait de la buée dans l'air glacial, et dans mon esprit, un écho résonnait encore. Le cri silencieux des ombres que j'avais vues. Quand je sortis du passage secret,
L'eau commençait à poindre à l'extérieur. Le ciel était gris, couvert, et la ville semblait normale, comme si rien ne s'était passé. Mais moi, je savais que quelque chose avait changé. Depuis ce jour, je ne dors presque plus. Quand je ferme les yeux, je revois cette lumière verte, ces visages prisonniers, et je sens encore le poids de leur regard sur moi. Et parfois, dans les reflets des vitres ou des miroirs, je crois voir son visage, celui du garçon, comme s'il n'avait jamais vraiment disparu. Je ne sais pas si ce que nous avons libéré est encore dehors, ou si cela vit désormais en moi. Mais une chose est certaine, ce que j'ai vu cette nuit-là ne me quittera jamais. Et d'une manière ou d'une autre, les conséquences ne font que commencer.